Le 2 août 1947, un avion britannique traverse les Andes en direction de Santiago du Chili. À son bord se trouvent 11 personnes. Le vol semble normal, l'équipage est expérimenté, les moteurs fonctionnent, et l'appareil n'est plus qu'à quelques minutes de sa destination. À 17h41, le radio-opérateur du Stardust transmet son dernier message. Il annonce une arrivée prévue à Santiago à 17h45. Puis il ajoute un mot incompréhensible. Stendek. Le contrôleur chilien pense avoir mal entendu. Il demande à l'équipage de répéter. Le mot revient une deuxième fois. Stendek, puis une troisième. Stendek. Et soudain, plus rien. Aucun appel de détresse. Aucune explosion signalée. Aucun témoin. L'avion n'atteindra jamais Santiago. Pendant 51 ans, les recherches ne retrouveront ni épave, ni corps, ni véritable explication. Le Stardust semble avoir été entièrement avalé par les Andes. Mais en 1998, sur un glacier isolé, 2 alpinistes découvrent une étrange pièce métallique. Une pièce appartenant à un moteur d'avion. La montagne venait enfin de commencer à rendre son secret. Les enquêteurs allaient comprendre où le Stardust s'était écrasé. Ils allaient probablement comprendre pourquoi. Mais une question allait survivre à toutes les découvertes. Que voulait dire le dernier mot transmis par l'équipage ? Stendek. Pour comprendre comment le Stardust a pu disparaître sans laisser la moindre trace, il faut d'abord revenir 2 ans plus tôt. En 1945, la Seconde Guerre mondiale vient de prendre fin. L'Europe porte encore les cicatrices du conflit. Mais dans les aérodromes britanniques, des centaines d'appareils militaires devenus inutiles attendent désormais une nouvelle mission. Parmi eux se trouve l'un des avions les plus redoutables de la guerre, l'Avro Lancaster, un bombardier lourd conçu pour voler loin, transporter des charges considérables et traverser les nuits les plus dangereuses au-dessus de l'Europe. Après la guerre, les ingénieurs britanniques transforment cette machine militaire en avion civil. Les armes disparaissent. Les compartiments de bombardement sont supprimés. L'intérieur est réaménagé pour accueillir des passagers, du courrier et des marchandises. Cette nouvelle version reçoit un autre nom. L'Avro Lancastrian. Sa silhouette demeure immédiatement reconnaissable. Un fuselage long et étroit, 4 puissants moteurs Rolls-Royce Merlin, des ailes immenses et une allure qui rappelle encore profondément les bombardiers dont il est issu. Le Lancastrian n'offre pas le confort des futurs avions de ligne. Sa cabine est étroite, le bruit des moteurs est permanent, les vibrations accompagnent chaque heure de vol. Il n'existe ni écran numérique, ni système de navigation par satellite, ni radar météorologique moderne. Pourtant, en 1947, cet appareil représente encore une machine impressionnante. Il peut parcourir de longues distances, voler à haute altitude et relier des villes séparées par des océans, des déserts ou des chaînes de montagnes. C'est précisément pour ce type de mission que la British South American Airways l'utilise. La compagnie britannique possède une ambition considérable. Relier le Royaume-Uni à l'Amérique du Sud par un vaste réseau aérien. Londres, Lisbonne, Dakar, Natal, Buenos Aires, Santiago. À une époque où l'aviation commerciale intercontinentale reste encore une aventure, chaque voyage exige plusieurs escales, des équipages expérimentés et une confiance presque absolue dans les instruments de bord. Les avions de la compagnie portent des noms commençant souvent par le mot « Star ». Star Tiger, Star Ariel et celui qui nous intéresse aujourd'hui, Stardust. Immatriculé GAGWH, l'appareil a effectué son premier vol à la fin de l'année 1945, avant d'intégrer la flotte de la compagnie en janvier 1946. Moins de 2 ans plus tard, il transporte déjà des passagers au-dessus de certaines des régions les plus hostiles de la planète.
Mais la véritable force du Stardust ne réside pas seulement dans ses moteurs. Elle se trouve aussi dans son cockpit. Aux commandes, le commandant Reginald Cook, un ancien pilote de la Royal Air Force, un homme qui a connu les missions de combat, les vols de nuit et les décisions prises en quelques secondes au milieu du danger. Cook n'est pas un débutant. Il possède une longue expérience aéronautique et a reçu plusieurs distinctions militaires pour son service pendant la guerre. À ses côtés se trouvent également des pilotes formés dans l'aviation militaire britannique. Des hommes habitués aux conditions difficiles, habitués aux instruments, habitués aux longues traversées et surtout habitués à la montagne. La traversée des Andes n'est pas une étape ordinaire. Entre Buenos Aires et Santiago se dresse une muraille presque infranchissable. Des sommets dépassant 6000 mètres, des vents violents, des changements météorologiques rapides, des masses nuageuses capables de masquer entièrement les reliefs, et très peu d'endroits où un avion peut se poser en cas de problème. Pour rejoindre le Chili, les pilotes doivent connaître leur position avec une précision absolue. Quelques kilomètres d'erreur peuvent suffire à placer un appareil face à une montagne invisible. Mais ce 2 août 1947, rien ne laisse penser que le Stardust se dirige vers une catastrophe. L'appareil est considéré comme apte au vol. L'équipage est expérimenté, les communications fonctionnent et aucun problème mécanique majeur n'est signalé avant le départ. Tout semble donc sous contrôle. Pourtant, quelque part au-dessus des Andes, un danger a déjà commencé à agir. Il ne provoque aucune alarme, il ne produit aucune fumée, il ne fait pas trembler les moteurs. Il modifie simplement, seconde après seconde, la distance réellement parcourue par l'avion, sans que les hommes présents dans le cockpit puissent encore mesurer toute l'ampleur de l'erreur. Car le Stardust n'est peut-être pas exactement là où son équipage pense se trouver. Et lorsqu'il quittera Buenos Aires avec 11 personnes à bord, ce décalage invisible deviendra bientôt une question de vie ou de mort. Le 2 août 1947, le Stardust se trouve à Buenos Aires pour accomplir la dernière étape d'un long voyage commencé en Europe. Sa destination finale est Santiago du Chili. À première vue, le trajet semble relativement court. Moins de 4 heures de vol séparent les deux capitales. Mais entre elles se dresse l'un des obstacles naturels les plus redoutables de la planète, la cordillère des Andes. Ce jour-là, 11 personnes prennent place à bord de l'appareil. 5 membres d'équipage et 6 passagers. 11 vies réunies pour quelques heures dans une cabine étroite, bruyante, secouée par les vibrations de 4 moteurs Rolls-Royce Merlin. Certains voyagent pour leur travail, d'autres retournent auprès de leur famille. Plusieurs d'entre eux transportent des objets ou des documents qui, après la disparition de l'avion, vont alimenter les rumeurs pendant des décennies. Parmi les passagers se trouve un homme chargé d'une mission officielle particulièrement sensible. Un King's Messenger, un courrier du roi britannique. Son rôle consiste à transporter personnellement des documents diplomatiques confidentiels destinés aux représentations du Royaume-Uni à l'étranger. La sacoche qui l'accompagne n'est pas un simple bagage. Elle est protégée, surveillée, et son contenu n'est pas destiné au public. À cette époque, le monde vient à peine de sortir de la guerre. Les alliances se recomposent, les tensions politiques demeurent fortes. Et la présence d'un courrier diplomatique à bord d'un avion disparu suffit rapidement à éveiller les soupçons. Mais pour le moment, personne ne pense encore au sabotage. Le vol n'a même pas commencé. Un autre passager est un homme d'affaires palestinien. Selon les récits diffusés après l'accident, il transporterait une pierre précieuse cousue à l'intérieur de sa veste. Un diamant. Une information impossible à vérifier entièrement après la disparition, mais suffisamment intrigante pour nourrir plus tard l'idée d'un vol, d'un crime ou d'une cargaison cachée. À bord se trouve également une femme d'origine allemande qui retourne au Chili. Elle voyage avec les cendres de son mari décédé. Un dernier voyage intime. Une promesse de ramener un être aimé vers la terre où il devait reposer. D'autres passagers sont des commerçants, des représentants ou des voyageurs ordinaires.
Des hommes et des femmes dont les histoires n'auraient probablement jamais été réunies si le Stardust avait atteint Santiago comme prévu. Dans le cockpit, le commandant Reginald Cook prépare la traversée. Il n'est pas seul. À ses côtés se trouve un copilote, un navigateur, un radio-opérateur et un autre membre d'équipage. Dans l'aviation de 1947, chacun possède une mission précise. Le pilote maintient l'appareil sur sa route. Le navigateur calcule sa position à partir du temps, de la vitesse, du cap et des vents annoncés. Le radio-opérateur transmet les messages et reçoit les instructions des stations au sol. Leur travail repose sur l'expérience, les instruments et les calculs. Mais aussi sur une donnée impossible à observer directement depuis le cockpit. La vitesse réelle de l'avion par rapport au sol. Le Stardust décolle de Buenos Aires dans l'après-midi. Derrière lui, la plaine argentine s'étend à perte de vue. Devant lui, les Andes apparaissent progressivement à l'horizon. Une immense barrière blanche. Le trajet prévu conduit d'abord l'appareil vers Mendoza, au pied de la cordillère. De là, il doit franchir les montagnes avant de redescendre vers Santiago. Au début du voyage, les communications sont normales. L'équipage transmet régulièrement sa progression. Aucun problème mécanique n'est signalé. Aucun appel de détresse. Aucun changement de route inquiétant. Pour les passagers, le vol ressemble probablement à tous les autres. Le grondement constant des moteurs, les vibrations du fuselage, les regards vers les hublots et l'attente tranquille de l'arrivée. Mais à mesure que l'avion se rapproche des montagnes, le paysage disparaît derrière les nuages. Les sommets deviennent invisibles. Les repères au sol s'effacent. L'équipage ne peut plus simplement regarder par la fenêtre pour confirmer sa position. Il doit désormais faire confiance aux instruments, aux prévisions météorologiques et aux calculs du navigateur. Le Stardust monte pour franchir les reliefs, par-dessus les nuages. À cette altitude, les passagers ne voient probablement plus les Andes. Seulement une mer blanche et compacte sous l'appareil. Quelque part en dessous se trouvent des vallées profondes. Des glaciers et des sommets capables de détruire instantanément un avion lancé à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Mais dans la cabine, personne ne semble inquiet. L'appareil poursuit sa route. Les moteurs fonctionnent. Les messages radio restent calmes. Et les calculs indiquent que le vol avance normalement vers le Chili. Pourtant, un détail commence déjà à échapper à l'équipage. Un détail invisible. Le Stardust parcourt moins de distance qu'il ne devrait. À chaque minute, l'écart grandit. Quelques kilomètres d'abord, puis davantage. Mais comme les montagnes sont dissimulées par les nuages, aucun repère extérieur ne permet de révéler l'erreur. Les hommes du cockpit pensent se rapprocher de Santiago. En réalité, l'immense muraille des Andes se trouve encore devant eux. À bord, 11 personnes attendent une arrivée qui semble désormais toute proche. Et dans quelques minutes, le radio-opérateur va transmettre un message parfaitement calme. Un message annonçant que le Stardust atteindra Santiago à 17h45. Mais ce message se terminera par un mot que personne ne pourra comprendre. Stendek. En fin d'après-midi, le Stardust poursuit sa route vers Santiago. Sous l'appareil, les Andes restent dissimulées par une épaisse couche nuageuse. Dans le cockpit, les hommes ne peuvent plus se fier au relief. Ils doivent avancer à l'aide de leurs instruments, des calculs du navigateur et des échanges radio avec les stations au sol. Jusqu'ici, rien ne semble anormal. Les 4 moteurs fonctionnent, aucune urgence n'est déclarée, aucun problème technique majeur n'est signalé. Et surtout, l'équipage paraît convaincu que la partie la plus dangereuse du trajet est presque terminée. À Santiago, le personnel de l'aéroport attend l'arrivée du Lancastrian. Le vol est connu, sa route est suivie, et l'appareil ne devrait plus tarder à apparaître au-dessus de la capitale chilienne. Puis,
Vers 17h41, la station radio reçoit une transmission du Stardust. Le message est envoyé en morse, il est rapide, mais le signal est suffisamment fort et clair pour être entendu sans difficulté. Le radio-opérateur transmet d'abord une information parfaitement ordinaire. ETA Santiago, 17h45. L'heure prévue d'arrivée. 4 minutes plus tard. À cet instant précis, personne au sol n'a de raison de s'inquiéter. L'équipage ne signale aucune panne, il ne demande aucune assistance, il n'annonce pas une modification de route, il affirme simplement qu'il sera bientôt à Santiago. Mais le message ne s'arrête pas là. Après l'heure d'arrivée, apparaît une nouvelle séquence de lettres. 7 caractères. Un mot que le radio-opérateur chilien ne comprend pas. S, T, E, N, D, E, C. Stendek. Le contrôleur hésite. Ce mot ne correspond à aucune instruction habituelle, à aucun message météorologique connu, à aucun code d'urgence immédiatement identifiable. Il pense avoir mal interprété les signaux. Peut-être l'opérateur du Stardust a-t-il transmis trop vite. Peut-être certaines lettres ont-elles été mal espacées. Peut-être le bruit radio a-t-il déformé le message. Il demande donc à l'équipage de répéter le dernier mot. Le son morse, quelques impulsions nettes. La réponse arrive. Même séquence. Même lettre. Stendek. Le contrôleur demande une nouvelle répétition. Et une troisième fois, le message revient depuis les montagnes. Stendek. Puis, la transmission s'interrompt. Le Stardust ne communiquera plus jamais. À Santiago, les minutes passent. 17h45. L'heure annoncée par l'équipage. Les opérateurs regardent vers le ciel. Mais aucun avion n'apparaît. Ils attendent encore. Peut-être le Stardust a-t-il rencontré un vent contraire. Peut-être l'approche a-t-elle été retardée. Peut-être l'équipage cherche-t-il simplement à retrouver un meilleur repère au-dessus des nuages. Mais la radio reste silencieuse. Aucun nouveau message. Aucune demande d'atterrissage. Aucun appel de détresse. Le personnel tente de reprendre contact. Pas de réponse. D'autres stations sont sollicitées. Toujours rien. Peu à peu, l'inquiétude remplace l'attente. Car le dernier message du Stardust pose désormais une contradiction impossible. L'équipage affirmait être à quelques minutes de Santiago. Son signal radio semblait clair, le ton de la transmission ne révélait aucune urgence, et pourtant, l'appareil ne se trouve nulle part. Dans les premières heures, plusieurs scénarios restent envisageables. Une panne radio, un déroutement, un atterrissage forcé dans une vallée isolée, une erreur sur l'heure annoncée. Peut-être même l'avion est-il passé au-dessus de Santiago sans être aperçu et poursuit-il sa route vers l'ouest. Mais une possibilité devient rapidement plus inquiétante. Et si le Stardust n'avait jamais réellement franchi les Andes ? Si l'équipage se trouvait encore à l'est de Santiago, alors le message annonçant une arrivée à 17h45 ne représentait pas seulement une estimation erronée. Il révélait que les hommes du cockpit avaient une image fausse de leur propre position. Mais cette hypothèse soulève une autre question. Comment un équipage aussi expérimenté pouvait-il ignorer qu'une chaîne de montagnes entière se trouvait encore devant lui ? À l'époque, les enquêteurs ne possèdent aucun enregistreur de vol à récupérer. Aucune boîte noire capable de restituer les conversations du cockpit. Aucun radar moderne retraçant précisément la trajectoire de l'appareil. Il ne reste que quelques messages radio, des calculs de navigation, des prévisions météorologiques. Et ce dernier mot, répété 3 fois. Stendek. Pendant des années, certains penseront qu'il s'agissait d'un code secret. D'autres y verront un avertissement d'urgence, une tentative désespérée d'annoncer une descente, ou même un message volontairement brouillé par un équipage confronté à une menace inconnue. Mais aucune de ces interprétations ne pourra être vérifiée. Parce que pour comprendre le message, il faudrait d'abord retrouver l'avion. Le soir du 2 août 1947, les autorités ne savent encore rien de ce qui vient de se produire. Elles ignorent si le Stardust s'est posé quelque part, s'il s'est écrasé, ou si ses occupants sont toujours vivants dans une région isolée des Andes.
Une opération de recherche doit être lancée immédiatement. Mais les hommes qui vont survoler la cordillère vont bientôt se heurter à un spectacle déconcertant. Des centaines de kilomètres de montagnes, des vallées profondes, des glaciers immenses, et absolument aucune trace du Stardust. Pas de fumée, pas d'incendie, pas de débris. Comme si l'avion et ses 11 occupants avaient tout simplement cessé d'exister. Le soir du 2 août 1947, personne ne veut encore prononcer le mot « catastrophe ». Le Stardust a peut-être simplement perdu sa radio. Peut-être a-t-il rencontré des vents plus violents que prévu. Peut-être son équipage a-t-il choisi de se dérouter vers un autre terrain. À Santiago, les opérateurs continuent d'appeler l'avion. Une fois, puis encore. Mais aucune réponse ne traverse les montagnes. Les minutes deviennent des heures. Les réserves de carburant du Lancastrian ne sont pas illimitées. À mesure que la nuit avance, l'hypothèse d'un simple retard devient de moins en moins crédible. Si l'avion était encore en vol, il aurait dû transmettre un nouveau message. S'il avait atteint une autre ville, les autorités auraient déjà été prévenues. Et s'il s'était posé dans une vallée isolée, ces 11 occupants se trouveraient désormais seuls, quelque part dans l'une des régions les plus hostiles de la planète. Les recherches doivent commencer au plus vite. Mais chercher un avion dans les Andes n'a rien de comparable avec une recherche au-dessus d'une plaine ou d'un littoral. La cordillère forme un monde presque vertical. Des sommets enneigés s'élèvent au-dessus des nuages, des glaciers remplissent les vallées les plus élevées, des parois rocheuses plongent dans des ravins impossibles à atteindre à pied. Et lorsque le vent soulève la neige, des pans entiers de montagnes disparaissent en quelques secondes. Un appareil peut se trouver à quelques centaines de mètres d'un avion de recherche, sans jamais être aperçu. Dès que les conditions le permettent, des avions décollent du Chili et d'Argentine. Les équipages survolent les routes possibles entre Mendoza et Santiago. Ils examinent les cols, les vallées, les pentes enneigées. Ils cherchent une colonne de fumée, un reflet métallique, une aile, une trace sombre sur la glace. N'importe quel signe capable de révéler la présence du Stardust. Mais sous eux, la montagne demeure immobile. Aucun incendie, aucun signal, aucun débris visible. Les sauveteurs envisagent d'abord que l'appareil ait réussi un atterrissage forcé. Le Lancastrian est solide. Son équipage possède une expérience militaire considérable. Si le commandant Cook avait aperçu une vallée dégagée ou une surface suffisamment plane, il aurait peut-être tenté de poser l'appareil. Cette possibilité entretient l'espoir. Les 11 occupants pourraient être blessés. Ils pourraient attendre des secours. Ils pourraient survivre plusieurs jours à l'intérieur du fuselage. Mais dans les Andes, le froid ne pardonne pas. La température chute brutalement après le coucher du soleil. L'altitude épuise les organismes. Et sans équipement adapté, chaque heure réduit les chances de retrouver des survivants. La zone à inspecter est immense. Personne ne connaît la position exacte du Stardust au moment de sa dernière transmission. L'équipage affirmait être à 4 minutes de Santiago. Mais aucun témoin n'a vu l'avion approcher de la ville. Aucun autre appareil n'a signalé sa présence. Et aucune station ne peut reconstituer précisément sa trajectoire. Les chercheurs doivent donc travailler à partir d'une question fondamentale. Le Stardust avait-il réellement franchi les Andes ? S'il avait dépassé la ligne des sommets, les recherches devaient se concentrer sur le versant chilien. Mais s'il se trouvait encore à l'est, alors il pouvait avoir disparu n'importe où au-dessus du massif argentin. Une erreur de quelques minutes dans les calculs suffisait à déplacer la zone de recherche de plusieurs dizaines de kilomètres. Et dans un paysage aussi vaste, quelques dizaines de kilomètres représentent une différence considérable. Les équipes ratissent les secteurs jugés les plus probables. Elles reviennent, repartent, élargissent progressivement leur périmètre. Mais chaque nouveau survol produit le même résultat. Rien. À certains endroits, les nuages empêchent même de distinguer le sol. À d'autres, la lumière se reflète sur la neige et efface les reliefs. Les ombres des montagnes peuvent ressembler à des fissures. Les rochers sombres à des morceaux de fuselage. Chaque détail attire l'attention. Chaque fausse alerte fait naître un nouvel espoir. Puis l'espoir s'effondre. Au sol, les familles attendent. Elles ne savent pas si leurs proches sont morts.
Elles ne savent pas s'ils ont survécu à un atterrissage. Elles ne savent même pas dans quel pays l'avion a disparu. Les autorités disposent seulement du dernier message, d'une heure d'arrivée annoncée, et de 7 lettres incompréhensibles. Stendek. La compagnie participe activement aux recherches. Son dirigeant, Don Bennett, ancien officier de la Royal Air Force et spécialiste des vols à longue distance, connaît les capacités de ces appareils. Il refuse d'abandonner trop vite l'hypothèse de survivants. Mais lui-même se heurte à une évidence inquiétante. Si le Stardust avait percuté une montagne, un incendie ou une traînée de débris aurait dû être visible. Si l'avion avait explosé en vol, ses fragments auraient dû être dispersés sur une vaste zone. S'il avait atterri, son fuselage aurait dû former une masse identifiable depuis le ciel. Pourtant, la cordillère ne révèle absolument rien. Les journées passent. La météo ralentit les opérations. Le carburant, les appareils disponibles et les limites humaines imposent leurs contraintes. Les autorités ne peuvent pas maintenir indéfiniment des avions au-dessus des sommets. Peu à peu, les recherches diminuent. Puis elles s'arrêtent. Aucun survivant n'a été aperçu. Aucune émission radio n'a été captée. Aucune trace matérielle n'a été retrouvée. Le Stardust est officiellement porté disparu. L'enquête tente malgré tout de comprendre. Les dossiers météorologiques sont examinés. Les derniers messages sont analysés. La préparation du vol est étudiée. Les décisions du commandant Cook sont reconstituées autant que possible. Mais sans épave, les enquêteurs ne peuvent vérifier presque aucune hypothèse. Ils ne savent pas si un moteur est tombé en panne, si le fuselage a subi une rupture, si le feu s'est déclaré à bord, si l'avion s'est désintégré, ou si l'équipage a simplement commis une erreur de navigation. Le rapport ne peut désigner aucune cause avec certitude. La vérité reste quelque part dans les montagnes. Et cette absence totale de preuves crée un vide. Un vide que les faits ne peuvent plus remplir. Alors les rumeurs commencent. Pourquoi un avion qui affirmait être presque arrivé n'a-t-il jamais été aperçu? Pourquoi n'a-t-il envoyé aucun appel de détresse? Pourquoi aucun morceau de métal n'a-t-il été retrouvé? Et surtout, que signifiait ce dernier mot? Certains pensent que le Stardust transportait autre chose que de simples passagers. D'autres se demandent si le courrier diplomatique présent à bord pouvait représenter une cible. L'hypothèse d'un accident commence à partager l'espace avec des scénarios beaucoup plus inquiétants. Sabotage, espionnage, vol de diamants, disparition volontaire. Pendant plus d'un demi-siècle, chaque théorie va tenter d'expliquer ce que la montagne refuse de montrer. Mais aucune ne disposera de la moindre preuve matérielle. Car le Stardust ne repose pas simplement quelque part dans les Andes. Il est enfoui, dans un endroit où même les avions de recherche ne peuvent pas le voir. Et il faudra attendre 51 ans pour que la glace commence enfin à bouger. Lorsqu'un avion disparaît sans laisser d'épave, les faits finissent toujours par céder la place aux suppositions. Dans le cas du Stardust, ce basculement est presque immédiat. L'appareil n'a envoyé aucun appel de détresse. Aucun témoin ne l'a vu tomber. Aucun fragment n'a été retrouvé. Et son dernier message se termine par un mot incompréhensible. Stendek. À partir de cet instant, chaque détail du vol devient suspect. Chaque passager semble pouvoir cacher une histoire. Chaque bagage peut contenir un secret. Et chaque silence peut être interprété comme la preuve de quelque chose. Le Stardust transportait-il des informations suffisamment importantes pour justifier une attaque? L'hypothèse du sabotage apparaît. Une bombe aurait-elle pu être placée à bord? Un agent étranger aurait-il cherché à intercepter les documents? L'avion aurait-il été détruit avant d'atteindre Santiago? En théorie, le scénario semble séduisant. Il expliquerait la disparition soudaine, l'absence d'appel de détresse, et peut-être même le caractère étrange du dernier message. Mais un problème demeure.
Une explosion en vol aurait probablement dispersé des fragments sur une vaste zone. Des morceaux de métal, des bagages, des traces de combustion. Or, les recherches ne retrouvent rien. Absolument rien. L'absence de débris ne prouve pas qu'il n'y a pas eu sabotage, mais elle ne le confirme pas davantage. La théorie repose uniquement sur la présence de documents diplomatiques et sur le vide laissé par l'enquête, pas sur une preuve. Une deuxième hypothèse se développe autour d'un passager et d'une pierre précieuse. Selon certains récits, un homme d'affaires présent à bord aurait transporté un diamant cousu dans sa veste. La valeur réelle de cette pierre n'est pas clairement établie, et les versions varient selon les sources. Mais dans l'imaginaire collectif, le diamant transforme immédiatement le vol en possible scène de crime. Certains imaginent un vol ayant mal tourné, une confrontation dans la cabine, un détournement, ou même un membre d'équipage décidé à faire disparaître l'appareil pour s'emparer de la pierre. Là encore, la théorie semble combler plusieurs zones d'ombre. Mais elle soulève davantage de questions qu'elle n'en résout. Comment détourner un Lancastrian au-dessus des Andes sans qu'aucun message inhabituel soit transmis? Où l'appareil aurait-il pu se poser? Comment 11 personnes auraient-elles pu disparaître ensuite sans laisser de traces? Et surtout, pourquoi le radio-opérateur aurait-il annoncé calmement une arrivée à Santiago 4 minutes avant le silence? Une disparition volontaire paraît encore moins probable. Le Stardust aurait dû parcourir une grande distance pour atteindre un autre terrain. Il aurait fallu du carburant, une piste suffisamment longue, des complices et un plan capable de faire disparaître l'avion, l'équipage, les passagers et la cargaison. Sans qu'aucun témoin ne parle jamais. Aucun élément concret ne soutient cette possibilité. Mais pendant des décennies, l'absence d'épave permet à cette idée de survivre. Puis viennent les théories les plus extraordinaires. Certains rapprochent le mot Stendek d'un code inconnu. D'autres imaginent un message interrompu, une tentative de signaler une attaque, une perte de contrôle ou un phénomène impossible à décrire. Avec le temps, le Stardust est même associé à des hypothèses paranormales, des interférences mystérieuses, une disparition dans une zone inconnue et parfois des objets volants non identifiés. Ces récits ne reposent sur aucune preuve vérifiable. Mais ils prospèrent parce que l'histoire contient tous les ingrédients d'une légende. Un avion ancien, une chaîne de montagnes presque inaccessible, un message incompréhensible, des documents confidentiels, un diamant et aucune épave. Le mystère du Stardust devient encore plus puissant lorsque d'autres appareils de la même compagnie disparaissent à leur tour. Quelques mois plus tard, le Star Tiger s'évanouit au-dessus de l'Atlantique. Puis, en 1949, le Star Ariel disparaît également sans envoyer d'appel de détresse. 3 avions de la British South American Airways. 3 disparitions. Et presque aucune trace. Dans la presse et dans l'opinion publique, ces accidents commencent à former une série. La compagnie semble frappée par une malédiction. Ces appareils portent tous le mot « Star », et plusieurs d'entre eux semblent se volatiliser dans des régions isolées. Mais le rapprochement entre ces affaires peut aussi tromper. Les avions n'ont pas disparu au même endroit. Ils ne suivaient pas les mêmes routes. Ils ne transportaient pas les mêmes passagers. Et aucune preuve ne permet de relier directement les 3 événements. Pourtant, l'esprit humain cherche naturellement des motifs. Lorsque 3 histoires extraordinaires se ressemblent, nous voulons croire qu'elles partagent une cause commune, même si les faits ne le démontrent pas. Dans le cas du Stardust, chaque théorie possède le même défaut. Elle tente d'expliquer la disparition sans savoir où se trouve l'avion. Sans épave, impossible d'examiner les moteurs. Impossible de rechercher des traces d'explosion. Impossible de déterminer la trajectoire finale. Impossible de savoir si l'équipage a tenté une manœuvre d'évitement. Impossible même de confirmer si le Stardust a été détruit en vol ou s'il a percuté la montagne. Les théories s'accumulent donc autour d'un vide. Un vide de métal, un vide de preuves, un vide de 51 ans. Puis, à la fin des années 1990, quelque chose change. Pas dans les archives, pas dans les témoignages, pas dans les calculs des enquêteurs, mais dans la montagne elle-même. Le glacier du Tupungato avance lentement,
La glace se déforme. Elle transporte avec elle tout ce qu'elle a englouti. Et à mesure qu'elle descend vers des altitudes plus basses, elle commence à fondre. En 1998, 2 alpinistes progressent sur le glacier. Ils ne recherchent pas le Stardust. Pour eux, l'avion appartient à une autre époque, à un dossier fermé depuis plus d'un demi-siècle. Puis, ils aperçoivent un morceau de métal, un objet sombre, prisonnier de la glace. Au premier regard, cela ressemble à un simple débris industriel. Mais la pièce possède une forme particulière, des mécanismes, des éléments provenant manifestement d'un moteur. Et surtout, un détail qui va réveiller l'une des plus grandes énigmes de l'aviation britannique. Le métal ne provient pas d'un avion moderne. Il appartient à un moteur Rolls-Royce Merlin, le même type de moteur qui équipait le Stardust. Après 51 ans de silence, la montagne venait peut-être enfin de rendre la première preuve. Si cette pièce appartenait réellement au Lancastrian disparu, alors les théories de détournement, d'espionnage et de fuite volontaire allaient bientôt être confrontées à quelque chose qu'elles n'avaient jamais eu jusque-là. Une épave. Et ce que la glace allait révéler serait bien plus brutal que toutes les légendes. Pendant 51 ans, le Stardust demeure introuvable. Les cartes aéronautiques évoluent. Les techniques de navigation se modernisent. Les avions à hélice cèdent progressivement leur place aux appareils à réaction. Puis viennent les radars, plus précis, les satellites, les systèmes de positionnement capables de déterminer la position d'un avion à quelques mètres près. Mais le Lancastrian disparu reste prisonnier d'une autre époque. Une époque où une erreur de calcul pouvait suffire à faire disparaître un appareil entier derrière une chaîne de montagnes. Au fil des décennies, les familles vieillissent. Les témoins disparaissent. Les dossiers jaunissent dans les archives, et le nom du Stardust quitte peu à peu les journaux pour entrer dans les livres consacrés au grand mystère de l'aviation. La disparition semble désormais destinée à rester sans réponse. Car dans les Andes, le temps n'efface pas seulement les traces, il les ensevelit. Le mont Tupungato s'élève à la frontière entre l'Argentine et le Chili. Son sommet dépasse 6500 mètres. Autour de lui s'étendent des glaciers, des parois abruptes et des étendues de roches où presque personne ne s'aventure. L'hiver, les tempêtes peuvent recouvrir le paysage de plusieurs mètres de neige. L'été, la fonte révèle brièvement certaines zones, avant que le froid ne les referme à nouveau. C'est dans cet environnement que le Stardust repose depuis 1947. Mais son épave ne se trouve pas simplement sous une couche de neige immobile. Elle est prisonnière d'un glacier. Et un glacier n'est jamais réellement immobile. Sous son apparence figée, la glace se déplace, très lentement. Sous son propre poids, elle descend vers les vallées. Elle se déforme, se fissure, se referme. Elle broie parfois les objets qu'elle transporte. Puis, elle les entraîne sur plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres. Année après année, décennie après décennie. Lorsqu'un avion percute une zone glaciaire, ces débris peuvent être immédiatement recouverts par la neige et les avalanches. Ils disparaissent alors sous la surface. Mais la glace continue de voyager. Et ce qui a été englouti près d'un sommet peut réapparaître beaucoup plus bas, plusieurs générations plus tard. En 1998, 2 alpinistes argentins progressent dans la région du Tupungato. Ils ne participent à aucune enquête. Ils ne recherchent pas un avion disparu. Ils avancent simplement dans un paysage où les traces humaines sont extrêmement rares. Puis, au milieu de la glace et des rochers, ils découvrent un objet métallique. Une pièce lourde, corrodée, déformée par le temps. À première vue, elle pourrait provenir d'une ancienne machine. Ou d'un équipement abandonné. Mais certains éléments mécaniques attirent leur attention. La forme, les engrenages, les traces d'un assemblage complexe. Ce morceau ne ressemble pas à un objet transporté par des alpinistes. Il semble appartenir à un moteur. La découverte est signalée aux autorités. Des spécialistes examinent la pièce.
Et rapidement, une possibilité extraordinaire apparaît. Le mécanisme pourrait provenir d'un moteur Rolls-Royce Merlin, un moteur construit au Royaume-Uni. Le même modèle que ceux qui équipaient les Lancaster pendant la guerre. Et le même modèle que les 4 moteurs du Stardust. Après 51 ans de silence, le dossier disparu reprend soudainement vie. Si la pièce appartient réellement aux Lancastriens, cela signifie que l'avion n'a pas été détourné. Il n'a pas quitté secrètement l'Amérique du Sud, il ne s'est pas volatilisé au-dessus d'une région inconnue. Il se trouve ici, dans les Andes, sur le glacier du Tupungato. Mais une seule pièce ne suffit pas encore. Il faut retrouver d'autres débris, confirmer l'identité de l'appareil et comprendre comment une épave aussi importante a pu échapper à toutes les recherches de 1947. De nouvelles expéditions sont organisées. Des équipes militaires, des experts en aviation et des spécialistes de la montagne se rendent dans la zone. L'altitude complique chaque mouvement. L'air manque d'oxygène, les températures peuvent chuter brutalement, les crevasses rendent certaines parties du glacier extrêmement dangereuses. Le matériel doit être transporté à pied ou par hélicoptère lorsque les conditions le permettent. Chaque fragment retrouvé est photographié, répertorié, prélevé avec précaution. Peu à peu, le glacier livre d'autres éléments. Des morceaux de fuselage, des pièces provenant des moteurs, des fragments de trains d'atterrissage, des objets personnels, des vêtements et finalement, des restes humains. Après plus d'un demi-siècle, les 11 personnes du Stardust ne sont plus seulement des noms dans un rapport. La montagne commence à rendre les traces de leurs dernières secondes. Pour les familles, la découverte possède une violence particulière. Pendant 51 ans, elles ont vécu sans tombe, sans certitude, sans pouvoir savoir précisément où leurs proches avaient disparu. Désormais, certaines identifications peuvent être tentées grâce au progrès de la médecine légale. Des analyses génétiques sont effectuées. Des fragments sont comparés avec l'ADN de descendants encore vivants. Dans plusieurs cas, les experts parviennent à redonner un nom aux restes retrouvés sur le glacier. L'enquête ne concerne plus seulement un avion. Elle concerne des familles qui attendaient une réponse depuis 1947. Un mari, une épouse, un père, une mère. Des membres d'équipage qui pensaient être à quelques minutes de l'arrivée. Le glacier n'a pas simplement conservé une épave. Il a conservé les preuves d'une tragédie humaine. Mais l'état des débris pose une nouvelle énigme. Les morceaux ne sont pas regroupés autour d'un fuselage presque intact. Ils sont dispersés dans la glace, tordus, fragmentés, parfois transportés loin de leur position d'origine. Cela ne signifie pas nécessairement que l'avion a explosé. Car pendant plus de 50 ans, le glacier a exercé une pression immense sur l'épave. La glace a broyé certaines parties, séparé les éléments et déplacé les fragments à des vitesses différentes. Pour reconstituer l'accident, les enquêteurs doivent donc distinguer deux formes de destruction. Celle provoquée par l'impact initial et celle infligée lentement par le glacier. Les experts examinent les pièces mécaniques. Les moteurs, le train d'atterrissage, les structures métalliques. Chaque détail peut répondre à une question restée ouverte pendant un demi-siècle. L'avion a-t-il explosé avant de toucher la montagne? Les moteurs fonctionnaient-ils encore? L'équipage tentait-il d'atterrir? Le Stardust était-il en descente contrôlée? Ou a-t-il percuté le relief sans jamais comprendre ce qui se trouvait devant lui? Les premières observations commencent à éliminer les théories les plus spectaculaires. Les débris ne montrent pas le schéma attendu d'une destruction provoquée par une bombe en altitude. L'appareil ne semble pas avoir effectué un atterrissage forcé. Il ne reposait pas dans une vallée accessible. Il a frappé la montagne à grande vitesse, probablement avec ses moteurs encore en fonctionnement. Et presque immédiatement après l'impact, une immense masse de neige et de glace a recouvert la zone. L'avion a été enterré avant que les premières équipes de recherche ne commencent leur survol.
Voilà pourquoi aucune fumée n'a été aperçue. Pourquoi aucun reflet métallique n'a attiré les pilotes. Pourquoi aucune aile n'a dépassé de la neige. Le Stardust n'était pas invisible. Il était simplement enfoui. La montagne l'avait avalé presque instantanément. Puis le glacier avait emporté ses restes loin du point d'impact. La découverte résout enfin l'une des grandes questions du mystère. Le Stardust n'a jamais atteint Santiago. Il se trouvait encore dans les Andes lorsqu'il a transmis son dernier message. Mais cette certitude rend la situation encore plus troublante. À 17h41, l'équipage affirmait être à 4 minutes de son arrivée. Quelques instants plus tard, l'avion frappait probablement le Tupungato. Comment des pilotes aussi expérimentés pouvaient-ils croire avoir franchi les montagnes ? Alors qu'un sommet de plus de 6000 mètres se trouvait encore directement devant eux. Pour répondre à cette question, les enquêteurs doivent lire l'épave comme une scène figée dans le temps. La position du train, l'état des moteurs, la concentration des débris, l'angle probable de l'impact. Tous ces éléments racontent la même histoire. Le Stardust ne tentait pas d'éviter la montagne. Il ne semblait même pas savoir qu'elle se trouvait là. Après 51 ans, la glace avait enfin révélé où l'avion s'était écrasé. Le chapitre suivant allait révéler ce qu'il faisait durant ces toutes dernières secondes. Lorsqu'une épave est retrouvée après un accident, elle devient un témoin. Elle ne parle pas avec des mots. Elle parle par la position de ses pièces, par la forme des fractures, par l'état des moteurs, par la manière dont le métal s'est tordu. Et parfois, un simple fragment suffit à éliminer une théorie qui a survécu pendant des décennies. Sur le glacier du Tupungato, les enquêteurs ne découvrent pas un avion intact. Ils trouvent un immense puzzle dispersé dans la glace. Des éléments mécaniques, des morceaux de structure, des roues, des parties de train d'atterrissage, des hélices, des objets personnels et des fragments que le glacier a broyés, transportés et séparés pendant plus d'un demi-siècle. La première difficulté consiste donc à comprendre ce qui a été détruit au moment de l'accident et ce que la glace a détruit ensuite. Un glacier exerce une pression considérable. Il peut plier des panneaux métalliques, écraser une cabine, détacher des éléments lourds et déplacer les pièces loin du point où elles sont tombées. L'état actuel de l'épave ne correspond donc plus exactement à la scène du 2 août 1947. Mais certains indices résistent mieux au temps. Les pièces les plus massives, les roues, les moteurs, les hélices, et la manière générale dont les débris sont concentrés. Très vite, un premier scénario perd de sa force, celui d'une explosion en vol. Si une bombe avait détruit le Stardust à haute altitude, les fragments auraient probablement été dispersés sur une zone beaucoup plus vaste. Des morceaux légers auraient été emportés par le vent. Les différents éléments de l'appareil seraient tombés à des distances importantes les uns des autres. Or, les débris découverts sur le glacier indiquent plutôt un impact concentré, une collision violente contre le relief. La destruction semble s'être produite au contact de la montagne, pas plusieurs kilomètres au-dessus d'elle. La théorie du détournement s'effondre également. L'avion n'a pas poursuivi sa route vers un terrain secret, il n'a pas été posé dans une vallée isolée. Il se trouvait exactement là où les enquêteurs de 1947 craignaient qu'il puisse être. Encore au cœur des Andes. Le Stardust n'avait jamais franchi la cordillère. Une autre question devient alors essentielle. L'équipage avait-il tenté un atterrissage forcé ? Si les pilotes avaient compris qu'ils se trouvaient en difficulté, ils auraient pu préparer l'appareil à toucher le sol. Ils auraient réduit la vitesse, cherché une surface praticable, modifié la configuration de l'avion et, selon les circonstances, abaissé le train d'atterrissage. Mais les éléments retrouvés ne racontent pas cette histoire. Les roues et les parties du train indiquent que celui-ci était encore rétracté. Le Stardust n'était pas configuré pour se poser.
il ne semblait pas non plus effectuer une approche prudente vers une vallée ou un glacier. L'appareil avançait encore comme un avion en vol normal, à grande vitesse. Les moteurs probablement en fonctionnement. Le train rentrait. Et rien n'indique une longue tentative de survie avant l'impact. Cette conclusion est capitale. Elle signifie que le commandant Cook ne cherchait vraisemblablement pas un endroit où atterrir. Il ne semblait pas avoir compris qu'une collision était imminente. Les hélices apportent également des informations. Lorsqu'un moteur ne fonctionne plus au moment d'un impact, ces pales peuvent présenter des marques différentes de celles d'une hélice encore entraînée à grande vitesse. Les déformations observées suggèrent que l'avion disposait encore de puissance. Le Stardust n'était probablement pas en train de tomber à la suite d'une panne générale de moteur. Il volait. Il avançait. Et il avançait suffisamment vite pour que le choc détruise presque instantanément l'appareil. Pas de panne massive clairement identifiable. Pas d'atterrissage forcé. Pas d'explosion en altitude. Pas de détournement. À mesure que les théories disparaissent, une conclusion beaucoup plus simple commence à émerger. Le Stardust a percuté la montagne alors qu'il se trouvait encore sous contrôle. Dans le langage de l'aviation moderne, ce type d'accident est appelé un impact sans perte de contrôle. L'appareil fonctionne encore. Les pilotes sont encore capables de le diriger. Mais ils ne perçoivent pas le danger suffisamment tôt. Parfois, le relief est masqué. Parfois, les instruments sont mal interprétés. Parfois, l'équipage possède une représentation erronée de sa position. L'avion ne tombe pas du ciel. Il vole directement vers l'obstacle. Sur le Tupangato, les conditions pouvaient créer exactement ce piège. Les sommets étaient dissimulés par les nuages. La neige et la lumière réduisaient les contrastes. L'équipage n'avait probablement aucun repère visuel fiable. Depuis le cockpit, le paysage pouvait sembler n'être qu'une masse blanche uniforme. Et derrière cette masse blanche se trouvait une paroi de roches et de glace. Imaginez les dernières secondes. Le Stardust avance dans les nuages. Les 4 moteurs produisent leur grondement constant. Dans la cabine, les passagers pensent que Santiago est presque atteint. Le radio-opérateur vient de transmettre l'heure prévue d'arrivée. Dans le cockpit, personne ne signale une urgence. Personne ne prépare un atterrissage forcé. Personne ne sait qu'une montagne se trouve encore directement devant l'appareil. Puis, peut-être pendant une fraction de seconde, la masse sombre du Tupangato apparaît à travers les nuages. Trop près, trop grande, trop tard. Le Lancastrian frappe le relief à grande vitesse. L'énergie du choc pulvérise la structure. Les moteurs sont arrachés. Le fuselage se fragmente. Les objets, les sièges et les corps sont projetés dans la neige. Puis l'impact déclenche ou accompagne une masse de neige et de glace qui recouvre presque immédiatement la zone. En quelques instants, les traces visibles disparaissent. Lorsque les avions de recherche survoleront la région, ils ne verront aucune épave, aucune aile, aucun fuselage, aucune traînée noire. Seulement une pente blanche, silencieuse, intacte en apparence. Le Stardust se trouve pourtant juste en dessous, enseveli avant même que les secours ne commencent à le chercher. L'épave explique ainsi l'absence de traces. Elle explique pourquoi les recherches de 1947 ont échoué. Elle explique pourquoi aucune théorie de détournement n'a jamais produit de témoins. Et elle explique pourquoi l'appareil n'a envoyé aucun long message de détresse. Le choc a probablement été soudain, presque instantané. Mais une contradiction demeure. Quelques instants avant l'impact, l'équipage affirmait être à 4 minutes de Santiago. Le signal radio était fort. La transmission semblait calme. Les pilotes croyaient donc avoir presque terminé la traversée. Pourtant, ils se trouvaient encore devant l'un des plus hauts sommets de la région. Comment cette erreur pouvait-elle atteindre une telle ampleur ? Comment un navigateur expérimenté pouvait-il croire que l'appareil avait déjà franchi toute la cordillère ? Et pourquoi aucun instrument ne semblait avoir révélé la vérité à temps ? Pour comprendre,
Il faut oublier les satellites, oublier le GPS, oublier les cartes numériques et les radars modernes. En 1947, la position du Stardust dépendait encore d'une équation fragile. Une heure, une vitesse, un cap et une estimation du vent. Si une seule de ces données était fausse, tout le calcul pouvait dériver. Kilomètre après kilomètre, minute après minute, sans produire la moindre alarme. Ce jour-là, au-dessus des Andes, un phénomène invisible pouvait réduire considérablement la vitesse réelle de l'avion par rapport au sol. Un courant d'air puissant, bien plus violent que ce que les hommes du cockpit avaient probablement intégré dans leurs calculs. Le Stardust avançait, mais pas aussi vite qu'il le pensait. Et lorsque l'équipage a cru avoir dépassé les sommets, la montagne se trouvait toujours devant lui. L'épave venait d'expliquer comment le Stardust avait été détruit. Le ciel allait maintenant expliquer pourquoi il se trouvait au mauvais endroit. Pour comprendre l'erreur du Stardust, il faut revenir dans le cockpit. Pas avec les connaissances d'aujourd'hui, pas avec un GPS, pas avec une carte numérique affichant en permanence la position de l'avion, mais avec les instruments disponibles en 1947. À cette époque, lorsqu'un avion traverse une région sans repère visible, son équipage doit souvent calculer sa position à l'estime. Le principe paraît simple. On connaît le cap suivi, on connaît la vitesse de l'appareil dans l'air, on mesure le temps écoulé et l'on tient compte du vent annoncé. À partir de ces données, le navigateur estime la distance parcourue et la position probable de l'avion. Mais cette méthode possède une faiblesse. Elle ne mesure pas directement la progression réelle de l'appareil au-dessus du sol. Elle la calcule. Et si l'une des données est fausse, l'erreur grandit à chaque minute. Imaginez un bateau avançant sur une rivière. Son moteur peut le pousser à une certaine vitesse. Mais si le courant vient de face, sa progression réelle sera plus lente. À bord, le moteur fonctionne normalement. Le bateau continue d'avancer. Pourtant, il couvre moins de distance que prévu. Dans le ciel, le vent produit exactement le même effet. Un avion peut afficher une vitesse normale par rapport à l'air qui l'entoure, tout en avançant beaucoup plus lentement par rapport au sol. Ce 2 août 1947, le Stardust vole vers l'ouest. Il se dirige de Buenos Aires vers Santiago. Mais au-dessus des Andes, il rencontre probablement un vent contraire extrêmement puissant. Un courant d'altitude dont la force réelle est supérieure à celle intégrée dans les calculs du navigateur. Aujourd'hui, nous savons que de très rapides bandes de vent circulent à haute altitude autour de la planète. Elles peuvent atteindre plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Nous les appelons le jet stream. Ces courants n'avancent pas toujours de manière régulière ou rectiligne. Leur position et leur intensité peuvent varier considérablement selon les conditions atmosphériques. En 1947, les pilotes connaissent déjà l'existence de vents puissants en altitude. Mais leur observation et leurs prévisions restent beaucoup moins précises qu'aujourd'hui. Les stations météorologiques sont moins nombreuses. Les mesures au-dessus des océans et des chaînes montagneuses sont limitées. Et le comportement des courants rapides près des Andes reste difficile à anticiper. L'équipage du Stardust sait qu'il affronte un vent contraire, mais il ne mesure probablement pas toute sa puissance. Minute après minute, l'avion avance moins vite que prévu. Le navigateur poursuit pourtant ses calculs. Selon ses estimations, le Stardust se rapproche de la ligne principale des sommets. Puis il doit la franchir, et enfin se retrouver du côté chilien. Mais dans la réalité, l'appareil accuse du retard. Un retard invisible. Quelques kilomètres. Puis davantage. Le cockpit n'émet aucune alarme. Les moteurs fonctionnent. Le cap est maintenu. Le temps s'écoule exactement comme prévu. Seule la position réelle de l'avion dérive progressivement par rapport à la position calculée. Dans de bonnes conditions, l'équipage pourrait corriger cette erreur grâce aux repères au sol. Une rivière, une vallée, une ville, une ligne de crête. Mais les Andes sont masquées par les nuages. Sous le Stardust, le paysage a disparu.
L'équipage ne voit ni sommet, ni vallée. Il ne peut pas confirmer visuellement le moment exact où l'appareil franchit la cordillère. Il doit donc faire confiance à ses calculs. Et ces calculs lui indiquent probablement que la montagne se trouve désormais derrière lui. C'est à cet instant que le piège se referme. Le commandant Cook pense être passé au-dessus des Andes. Devant lui devrait s'étendre la descente vers Santiago. Il peut donc commencer à réduire progressivement son altitude. Une décision parfaitement logique, si la position calculée est correcte. Mais elle ne l'est pas. Le Stardust se trouve encore du côté oriental du massif. Et devant lui se lève toujours le Tupungato. L'avion ne descend donc pas vers une vallée chilienne. Il descend vers une montagne cachée dans les nuages. Le danger ne vient pas d'une manœuvre absurde. Il vient d'une décision rationnelle fondée sur une donnée erronée. L'équipage croit avoir franchi l'obstacle. Il pense être presque arrivé. Voilà pourquoi le radio-opérateur peut annoncer calmement « Arrivée prévue à Santiago à 17h45 ». Pour les hommes du cockpit, ce message n'est pas un mensonge. Il correspond à la position qu'ils croient occuper. Mais 4 minutes de vol ne les séparent pas de l'aéroport. Elles les séparent du relief. Le moteur continue de tourner. Les passagers attendent l'arrivée. Le radio-opérateur échange avec Santiago. Le train reste rentré. L'appareil vole encore normalement. Puis les nuages s'ouvrent peut-être pendant une fraction de seconde. Devant le cockpit apparaît une masse sombre. Un mur de roches et de glace. Le commandant Cook n'a que quelques instants pour réagir. À cette vitesse, aucune manœuvre ne peut plus sauver l'avion. Le Stardust frappe le Tupungato. L'impact pulvérise l'appareil. Une avalanche recouvre presque immédiatement les débris. Lorsque les recherches commencent, le Lancastrian se trouve déjà sous la neige. Invisible depuis le ciel. Invisible depuis les vallées. Invisible pendant 51 ans. Cette explication résout presque toute l'énigme. Elle explique pourquoi l'équipage pensait être près de Santiago. Elle explique pourquoi aucun appel de détresse n'a été transmis. Elle explique pourquoi l'avion volait encore à grande vitesse au moment de l'impact. Et elle explique pourquoi les recherches n'ont rien retrouvé. Mais un détail résiste toujours. Le dernier message. Après avoir annoncé l'heure d'arrivée, le radio-opérateur transmet 7 lettres. Il les répète à 2 reprises. Et même après la découverte de l'épave, personne ne peut affirmer avec certitude ce qu'elle signifie. Si l'équipage pensait avoir franchi les Andes, tentait-il d'annoncer une descente ? Le mot était-il mal espacé en morse ? Le contrôleur chilien a-t-il entendu une séquence qui n'existait pas réellement ? Ou le Stardust essayait-il de transmettre autre chose ? Le vent explique la trajectoire. Le glacier explique la disparition. L'épave explique l'impact. Mais rien de tout cela ne donne un sens définitif à ce dernier mot. Stendek. Et c'est peut-être là que commence le véritable mystère. Le Stardust n'a donc pas disparu dans une dimension inconnue. Il n'a probablement pas été détourné. Il n'a pas été détruit par une bombe en plein vol. Il a percuté les Andes parce que son équipage croyait avoir franchi la cordillère. 51 ans après l'accident, la montagne a finalement rendu l'épave. Les débris ont permis de comprendre la trajectoire. Le glacier a expliqué l'absence de traces. Et les vents d'altitude ont donné une cause probable à l'erreur de navigation. Presque toute l'énigme semble résolue. Presque. Car il reste encore 7 lettres. S, T, E, N, D, E, C. Un mot transmis dans les dernières minutes du vol. Un mot entendu clairement, puis répété 2 fois, et qui, près de 8 décennies plus tard, ne possède toujours aucune signification incontestable. Morceau mystérieux. La première hypothèse est aussi la plus célèbre. Stendek serait une anagramme du mot anglais « descent », descente. Les 7 lettres sont exactement les mêmes, simplement placées dans un ordre différent. Cette coïncidence semble presque trop parfaite, car au moment de transmettre son dernier message,
Le Stardust pensait probablement avoir franchi les Andes. L'équipage pouvait donc s'apprêter à commencer sa descente vers Santiago. Le radio-opérateur aurait-il voulu transmettre le mot « descent » ? Aurait-il inversé les lettres sous l'effet de la fatigue, du stress ou d'un manque d'oxygène ? L'idée est séduisante, mais elle présente un problème majeur. Le mot n'a pas été transmis une seule fois. Lorsque la station chilienne demande une répétition, le radio-opérateur envoie exactement la même séquence. Puis, il la transmet encore une troisième fois. S'il s'agissait d'une simple inversion accidentelle, pourquoi répéter la même erreur à plusieurs reprises ? Et surtout, pourquoi un opérateur radio expérimenté écrirait-il entièrement un mot dans le désordre sans s'en rendre compte ? L'anagramme de « descent » demeure fascinante, mais elle ne suffit pas à résoudre le mystère. Une deuxième hypothèse concerne directement le morse. Contrairement à un texte écrit, un message en morse n'est pas composé de lettres visibles. Il est formé de points, de traits et surtout d'espaces. Les pauses permettent de séparer les lettres. Une pause plus longue sépare les mots. Mais si le message est transmis très rapidement, ou si les espacements sont irréguliers, une même succession de signaux peut être découpée de plusieurs manières. Le problème ne viendrait donc peut-être pas des signaux eux-mêmes, il viendrait de la manière dont ils ont été séparés par celui qui les écoutait. Selon cette interprétation, Stendek ne serait pas un mot véritable. Le contrôleur chilien aurait entendu une suite de caractères correctement transmis, mais mal regroupés. Une hypothèse propose notamment que la séquence ait pu correspondre à un indicatif radio, suivi d'un signal de fin de transmission. Le message aurait alors été parfaitement ordinaire, mais ses espaces auraient été mal perçus. Cette théorie possède un avantage. Elle explique pourquoi le même mot a été entendu 3 fois. Si l'opérateur du Stardust transmettait toujours la même séquence avec le même rythme, le contrôleur pouvait naturellement la découper de la même manière à chaque répétition. Stendek n'aurait donc jamais existé dans l'esprit de l'équipage. Il aurait seulement existé dans l'oreille de l'homme qui recevait le message. Mais là encore, aucune preuve définitive ne permet de confirmer cette explication. L'enregistrement original de la transmission n'existe pas. Il ne reste qu'une transcription écrite. Impossible donc de réécouter la vitesse exacte du morse. Impossible de mesurer les pauses. Impossible de savoir si les caractères étaient parfaitement espacés. Le message qui pourrait résoudre l'énigme a disparu avec l'époque qui l'a produit. Une troisième possibilité est celle d'un code technique ou d'un acronyme. Pendant des années, des passionnés d'aviation ont tenté de donner à chaque lettre une signification. Des phrases d'urgence ont été reconstruites. Des expressions évoquant une tempête, une panne ou une descente ont été proposées. Certaines semblent impressionnantes, presque crédibles. Mais aucun document officiel ne démontre que Stendek était un code reconnu par la compagnie. Aucun manuel de communication ne semble lui attribuer une signification précise. Et aucun autre équipage de la même époque n'est connu pour avoir utilisé ce terme dans les mêmes circonstances. Une voix inventée après coup peut facilement donner l'impression d'une réponse. Il suffit de choisir 7 mots correspondant aux 7 lettres. Mais une phrase possible n'est pas une preuve. Sans trace de son utilisation avant l'accident, cette piste reste extrêmement fragile. Certains ont également évoqué l'hypoxie. À haute altitude, un manque d'oxygène peut altérer le jugement. Il peut provoquer de la confusion, des erreurs inhabituelles et parfois un comportement que la personne elle-même ne perçoit pas comme anormal. Le radio-opérateur aurait-il transmis un mot incohérent sans comprendre son erreur ? L'équipage aurait-il déjà souffert d'un problème de pressurisation ou d'oxygénation ? La lente sombre ne peut être totalement exclue, mais elle ne constitue pas l'explication la plus solide. Il reste alors l'hypothèse la plus simple, et peut-être la moins spectaculaire. Stendek ne serait ni un code secret, ni un avertissement, ni une phrase cachée. Ce serait seulement une erreur de transmission. Un mot mal espacé, un groupe radio mal interprété, une série de points et de traits transformés en lettres qui n'étaient peut-être pas celles que l'équipage voulait envoyer. Mais même cette explication ne peut être prouvée, car les seules personnes capables de nous dire ce qui a réellement été transmis
se trouvaient à bord du Stardust, et aucune n'a survécu. Voilà ce qui rend cette histoire si particulière. Dans la plupart des mystères, on cherche l'avion. Ici, l'avion a finalement été retrouvé. On cherche la cause. Ici, la cause probable a été reconstituée. On cherche les victimes. Ici, la glace a même rendu certains de leurs restes. Mais le dernier élément de l'histoire n'est pas enfoui sous la neige. Il ne repose pas dans un moteur. Il ne peut pas être analysé dans un laboratoire. Il dépend de quelques secondes de morse disparues depuis 1947. Le glacier a conservé le métal. Il a conservé les vêtements. Il a conservé les traces de l'impact. Mais il n'a pas conservé le son. Et c'est peut-être pour cette raison que Standek ne sera jamais complètement expliqué. Peut-être signifiait-il descente, peut-être était-ce un indicatif radio mal découpé, peut-être une simple erreur humaine, ou peut-être une expression dont le sens a disparu avec les hommes qui l'ont transmise. Nous savons aujourd'hui où le Stardust s'est écrasé. Nous savons probablement pourquoi il a frappé le Tupungato. Mais au-dessus des Andes, un mot continue encore de résonner. Standek. Le 2 août 1947, 11 personnes pensaient être à quelques minutes de Santiago. Elles avaient traversé des milliers de kilomètres, franchi des océans, survolé des continents et survécu à une époque où chaque vol intercontinental restait une véritable aventure. Pourtant, leur destin s'est joué sur une erreur invisible. Un vent plus puissant que prévu. Une position calculée quelques kilomètres trop loin. Une montagne cachée derrière les nuages. Et quelques minutes durant lesquelles tout semblait encore normal. Pendant 51 ans, leurs familles n'ont eu ni épave, ni tombe, ni réponse. Puis, le glacier a commencé à rendre ce qu'il avait englouti. Pas pour entretenir la légende, mais pour rappeler que derrière chaque mystère se trouvent des vies interrompues, des proches qui attendent, et des hommes qui, jusqu'à leur dernière seconde, ne savent pas toujours que la catastrophe est déjà devant eux. Cette histoire nous laisse aussi une question. Selon vous, quelle est l'explication la plus crédible de Standek ? Une anagramme de descent ? Une erreur d'espacement en morse ? Un code oublié ? Ou simplement un message que nous ne pourrons jamais comprendre ? Écrivez votre hypothèse en commentaire. Je lirai les réponses les plus argumentées, car parfois, dans les grandes énigmes de l'histoire, un détail ignoré peut complètement changer notre manière de regarder les faits. Et si cette enquête vous a permis de découvrir une histoire que vous ne connaissiez pas, vous pouvez soutenir notre travail en vous abonnant à Les Chroniques Oubliées FR. Ici, nous ne cherchons pas seulement à raconter les mystères. Nous cherchons à comprendre ce que les preuves permettent réellement d'affirmer et ce qu'elles laissent encore dans l'ombre. Une autre disparition aérienne vous attend déjà sur la chaîne, celle d'un avion retrouvé sans réponse complète ou peut-être jamais retrouvé du tout. Mais pour le Stardust, l'histoire se termine ici, dans le froid des Andes, face à une montagne qui a rendu presque tous ses secrets. Presque tous. Standek.